Demain le sport en direct de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Bienvenue à tous. Troisième table ronde ici au foyer F de l'après-midi. Vous le savez, pour réussir en sport, je ne vous apprendrai rien, il faut travailler. Et oui, travailler, il faut des dons, mais il faut aussi beaucoup travailler. Il faut de la préparation physique, mais aussi, on n'en parle pas souvent, mais il faut une préparation mentale. Et oui, évidemment, on rêve de courir le marathon de Paris. Peut-être c'est le cas de certains d'entre vous ici, mois d'avril, début avril. Mais le marathon de Paris, si on veut réussir à boucler les 42 km, même sans faire un temps extraordinaire, il faut un plan d'entraînement. Alors il y a un plan d'entraînement qu'on peut trouver classiquement sur Internet, facilement comme ça, mais il y a aussi des préparations, évidemment, pour les sportifs de haut niveau, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus abouties. Comment accompagne-t-on les sportifs de haut niveau physiquement? Comment les accompagne-t-on mentalement? Quelles sont les techniques qui sont aujourd'hui en vogue? C'est le thème de notre table ronde, la troisième de l'après-midi. Elle est animée par Cédric Baudou. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Cyril. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un magnifique plateau justement pour vous parler de cette thématique, l'accompagnement physique et psychologique du sportif de haut niveau, tout un programme. On en parle très peu, c'est souvent, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. On parle beaucoup d'entraînement, on parle beaucoup de performance et très peu de cet accompagnement justement. Donc pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Myriam Salmi. Docteur, on parle de vous souvent comme la psy des champions. Vous vous occupez de Teddy Riner notamment, d'Élodie Clouvel qui est à vos côtés, de son compagnon Sébastien Belot qui est également là. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. On y reviendra un peu plus tard, ça a son importance. Et vous avez été responsable il y a quelques années du pôle justement psy de l'INSEP. Aujourd'hui, vous êtes sorti de cette structure, mais on va y revenir. À vos côtés, j'en parlais, Élodie Clouvel. Alors Élodie, on ne vous présente plus. Vice-championne olympique de pentathlon moderne. Vous êtes numéro 1 mondial. C'est assez incroyable, votre carrière. Et vous êtes suivi donc, par le docteur Salmi. Et vous allez nous faire un retour d'expérience, si je puis dire, avec des cas assez concrets, puisque c'est ça qu'on veut savoir. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien avec le docteur et au sein de l'INSEP avec les équipes médicales. À vos côtés, puisqu'on parle de pentathlon moderne, il y a votre compagnon, Valentin Belot, qui a été champion du monde, évidemment, de pentathlon moderne en individuel et en collectif. Vous êtes également suivi par le docteur Salmi. Ça fait beaucoup de monde, et vous nous parlerez également justement de cet aspect, le suivi du sportif de haut niveau, le suivi psychologique et physique également. Dernier point, et pas des moindres, puisque nous allons parler de santé, le docteur Sébastien Legarec, vous êtes le directeur du pôle santé de l'INSEP, et vous allez nous dire en quoi ça consiste exactement. Alors, je ne vais pas tarder, parce qu'il est déjà 15h52, je vais rentrer dans le vif du sujet avec vous, docteur, immédiatement. Quels sont vos outils à l'INSEP pour travailler au quotidien? J'imagine que les outils ont augmenté au fil du temps. Écoutez, merci déjà de votre invitation, je suis ravi d'être ici, vraiment c'est une chance de pouvoir partager avec vous. Nos outils, je dirais, avant toute chose, ce sont des ressources humaines, c'est la première chose. Avant de parler d'outils technologiques et techniques, on a la chance d'avoir un pôle médical bien fourni en personnes, puisque le pôle médical compte à peu près 75 personnes, ce qui fait l'équivalent de 40 personnes à temps plein, avec des professions très variées, des médecins évidemment, des rééducateurs, mais également des psychologues, on en parlera, des podologues, tout un environnement qui est extrêmement important pour la prise en charge. Et un centre d'imagerie dédié, ça c'est vraiment une grande chance. On est un des rares centres au monde à avoir un centre d'imagerie dédié avec une IRM, radiographie, échographie et j'en passe. Et donc évidemment que ça c'est extrêmement important. On a du monde, mais on a surtout du monde expert. Et donc comme le dit l'INSEP, c'est de l'expertise. Et on a des gens qui sont très très bien formés sur l'appareil locomoteur, sur les pathologies propres au sport de haut niveau. Et puis évidemment que toutes ces personnes ont besoin de moyens techniques, vous venez de le dire. Donc j'ai parlé de l'imagerie, mais on a aussi des moyens de récupération un peu particuliers, comme la cryothérapie corps entier à moins 110 degrés par exemple. Vous avez votre propre centre de cryo à l'INSEP? Oui, tout à fait. Depuis 2009, on a été le premier centre en France à avoir une cryothérapie corps entier. Donc ça fait partie des moyens un peu spécifiques, je dirais, sur la récupération. Mais on a aussi évidemment des moyens de rééducation, de réadaptation qui sont très pointus et qui sont absolument nécessaires pour prendre en charge nos sportifs de la meilleure des façons. Vous avez en quelque sorte une sorte de clinique du sport dédiée presque à Fort de Vincennes?
Oui, on peut dire ça, mais on est quand même très très orienté médecine du sport, évidemment, et appareil locomoteur. Mais en tout cas, on essaie d'avoir toutes les expertises nécessaires. Alors, on a aussi besoin de s'appuyer parfois sur des expertises extérieures, hein, parce qu'on a des domaines très particuliers, comme par exemple l'évaluation visuelle, qui nécessite des moyens qu'on ne pourra jamais avoir. Donc, en fait, on a des conventions aussi avec des centres, publics ou privés, qui nous permettent d'avoir vraiment le meilleur sur l'INSEP. On va passer au pôle psy de l'INSEP. Alors vous y avez travaillé il y a quelques temps. J'imagine, alors peut-être que c'est un fantasme, mais j'imagine que c'est une discipline qui était il y a quelques années, on va dire, réduite à la portion congrue et qui peut-être s'est développée au fil des années, docteur. Oui, j'ai envie de dire heureusement, et en premier lieu aussi remercier, et puis aussi les gens qui sont venus ici, merci. Et je suis ravie de partager ce plateau avec ces personne que j'apprécie vraiment énormément, et il n'y a aucune démagogie. Alors si je suis là, c'est qu'on a évolué effectivement dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un domaine qui non seulement était négligé, mais on peut même rajouter quelque chose qui était rejeté. Donc qui n'avait pas sa place, et pas parce que les gens étaient méchants ou que le système était méchant, par manque de connaissances. Et c'est pas très grave, mais je ne suis pas docteur, c'est important, parce qu'il y avait une confusion aussi entre psychiatrie et psychologie, qu'il y avait quelque chose que je répète fréquemment, psychologue est un adjectif dans la langue française, et ça a un impact dans nos raisonnements, dans nos fonctionnements. Donc, le Littré nous dit que c'est une personne qui sait écouter et qui a cette oreille particulière. Alors, psychologue, c'est aussi ça, mais c'est très peu ça en fait. C'est aussi un ensemble de techniques, c'est une science, c'est des données thérapeutiques qu'on recueille, enfin, bon bref, c'est aussi assez pointu, un peu comme le décrit Sébastien, notamment quand on s'occupe de la clinique des sportifs de très haut niveau. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'on s'est intéressé en premier lieu à la préparation mentale, qui axe sur la performance, et qu'il a fallu défendre l'accompagnement psychologique et donc l'humain. C'est ça qui a été le plus compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'au début, vous avez essuyé des refus ou des portes se fermaient quand vous avez commencé à proposer vos services ? Non, j'essaye de retrouver le cheminement. Je ne suis pas allée frapper à la porte. J'ai commencé dans le milieu du football parce qu'avec des amis, nous avons monté un centre de préformation de football. Et en fait, quand j'ai vu ces gosses de 12 ans, seuls, livrés à eux-mêmes, effectivement, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. À l'époque, l'accompagnement psychologique n'existait pas. Ça fait un peu ancienne combattante, mais il y a de ça à peu près 30 ans. Hein. Donc pour certains, vous n'étiez même pas nés. Et ensuite, j'étais déjà, comme chacun de nous ici, si on s'intéresse au sport, c'est qu'on fait du sport. Alors évidemment, on ne va pas le dire tout haut, on va le dire tout bas, hein, parce que quand on s'occupe de l'élite, on ne va pas expliquer qu'on a fait du sport, mais j'étais aussi dans le basket et j'ai commencé, et je me suis retrouvée présidente du club. Et bon, bref, les choses se font toujours comme ça. On est dirigeant de club et puis on se retrouve emmené dans cette... Et ça s'est fait comme ça, en fait. Hein. Et effectivement, dans ce centre, je ne peux pas dire que j'ai frappé à la porte, je l'ai imposé, mais même pas en voulant l'imposer, parce que vraiment... Je me disais, c'est pas possible de laisser ces petits comme ça, c'est pas possible. Et l'histoire a débuté comme ça, parce que j'étais entourée de gens intelligents, notamment des entraîneurs de football, qui ont pris conscience de ça et qui ont accepté. Donc j'ai pas eu à me battre à ce moment-là. La bagarre est arrivée plus tard. D'accord. Sur le pôle psy maintenant, docteur de l'INSEP, est-ce que c'est un département qui s'est développé ? Parce que Myriam Salmi a quitté l'INSEP, elle travaille maintenant directement avec les sportifs de haut niveau. Et vous, est-ce que vous avez pris conscience de l'importance de développer ce périmètre ? Oui, bien sûr. Parce que ce que vient de dire Myriam est tout à fait juste. Et on a effectivement besoin d'avoir des psychologues qui soient là à la fois pour la partie, je dirais, clinique, c'est-à-dire le suivi de nos athlètes, parce que il faut imaginer la vie d'un athlète quand même. Hein. C'est au bas mot 30 à 40 heures d'entraînement par semaine, souvent éloigné en fait de sa famille. On est un peu en compétition les uns avec les autres. Donc un climat quand même qui est une pression extrêmement forte.
Et évidemment que le suivi psychologique est extrêmement important. Donc on a 3 psychologues cliniciens qui sont vraiment attachés à cela sur le pôle médical. Et puis on a aussi une autre psychologue, Anaëlle Malherbe, avec laquelle a travaillé évidemment Myriam, qu'elle connaît très bien, qui elle est plus sur la partie performance. Mais là, en l'occurrence, nous au pôle médical, c'est pas trop ce qui nous intéresse, même si évidemment on y est attaché. Mais c'est plus en fait l'étape psychologique liée aux contraintes du haut niveau et liée à l'environnement. Élodie Clouvel, comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un besoin, une demande, vous frappez au cabinet médical, vous appelez Myriam, comment vous faites exactement? Est-ce que vous avez des rendez-vous fixes ou est-ce que c'est à la carte? Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée de pouvoir être avec toutes les personnes qui sont ici et échanger sur ce sujet-là, qui est très important à mon sens, si on veut réussir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. En fait, pour ma part, c'est vrai que quand j'ai besoin de quelque chose, par exemple, que ce soit à l'INSEP pour le médical, j'envoie des petits messages, des fois des petits textos directement à Sébastien quand j'ai besoin de quelque chose, et il est toujours, enfin, je reçois toujours la réponse immédiate, parce que c'est vrai qu'on est pris en charge tout de suite dès qu'il y a je ne sais pas, une prise de sang, quelque chose, voilà, c'est de suite parce qu'on a des compétitions et on ne peut pas attendre. Donc c'est vrai qu'on est aux petits soins à l'INSEP, ça c'est un avantage, on est sur place, donc c'est vraiment exceptionnel. Et pour Myriam, j'appelle directement à son cabinet, je prends rendez-vous et je la vois une fois par semaine. D'accord, c'est des rendez-vous fixes. C'est des rendez-vous fixes, mais après aussi avec Myriam, lors des compétitions, on est sans cesse par message en train d'échanger sur des petites choses, enfin voilà, on échange en permanence. Elle n'est pas forcément sur les compétitions tout le temps. Elle est venue aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. C'est vraiment très important qu'elle soit sur les compétitions majeures, je dirais, comme les Jeux Olympiques. Et sinon, à chaque fois, elle a un emploi du temps extrêmement chargé, mais voilà, on est en lien en permanence, on est connectés entre guillemets ensemble lors des compétitions, et c'est fondamental parce que c'est des petits réglages qu'on met en place, et voilà, pour moi l'accompagnement psy, je l'ai rencontré il y a 4 ans et demi maintenant. Myriam, j'étais, je peux le dire, en dépression totale. J'avais complètement arrêté ma saison d'ailleurs, parce que j'étais vraiment au plus bas. Donc voilà, comme quoi un sportif de niveau peut avoir aussi des dépressions, et j'ai pas honte d'en parler parce qu'il y a des moments où on est au plus bas. Et c'est vrai que je l'ai rencontré grâce à Valentin, parce que Valentin avait acheté son livre, a lu son livre, et ensuite il l'a posé, et moi j'étais à la maison et j'ai pris ce livre et je l'ai lu en une journée, non-stop. J'ai fait que ça de toute la journée, j'ai lu le livre, et après j'ai demandé le numéro à Gani Yalouz, ancien directeur de l'INSEP, qui m'a donné le numéro du cabinet de Myriam, où j'ai pris rendez-vous, et après je suis allée au rendez-vous et je sais pas, j'ai rencontré cette femme exceptionnelle il y a eu un feeling tout de suite en fait. Et voilà. Est-ce que vous aviez mis des mots justement sur votre dépression au moment où vous souffriez de ce mal, ou est-ce que vous l'avez découvert quand vous êtes allé pousser la porte de Myriam? Non, j'avais pas mis des mots dessus, mais j'y allais parce que j'étais vraiment pas bien. Et même Myriam, elle me l'a pas dit comme ça, mais c'est moi au final après qui me suis... Enfin voilà, j'étais vraiment mal quoi. Et au fur et à mesure, on a fait tout un travail de fond en fait que j'avais besoin de faire, et que j'avais pas conscience sur le moment que c'était autant important pour une sportive de haut niveau d'avoir ce travail de fond. On travaille pas seulement sur des problèmes. Là, en l'occurrence, quand je l'ai rencontré, j'étais au plus bas. Mais maintenant, on travaille vraiment ma stabilité pour être au top, le développement des compétences pour à la fois dans ma vie de femme, parce que je suis pas que sportive de haut niveau, je suis Élodie Clouvel aussi en tant que femme, et elle m'apporte bien plus que par exemple ramener des médailles, ou elle m'apporte aussi à être moi-même et à être assumer qui je suis, voilà, à être une femme forte tout simplement, et c'est ça le plus important à mon sens. On a, pour ceux qui ont lu le journal d'équipe aujourd'hui, il y avait une interview de Michael Phelps, immense champion, qui parle de ce problème de la santé mentale justement des sportifs et de sa dépression. Je reviendrai sur votre cas personnel dans quelques minutes pour savoir concrètement par quels exercices vous avez réussi à vous reconstruire, à repartir à l'assaut, parce que ça parlera certainement à beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être. Valentin, j'avais une question sur parfois, est-ce que dans une carrière
de sportifs de haut niveau, on a des alertes, on a un besoin justement d'être épaulé, tant physiquement que psychologiquement, et le fait d'avoir une ligne ouverte en permanence, ça rassure comme ça. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, forcément, parce qu'en tant que sportif de haut niveau, on est toujours à 2000% avec notre corps, notre physique, notre tête. Quand on est jeune et qu'on a des qualités, on peut aller encore plus loin. Et au fur et à mesure des années de travail, on voit que des fois, on va un peu trop loin. Et quand c'est physique, on va à la blessure. On a tout un système qui est déjà assez rodé, qui est déjà assez connu finalement. À l'INSEP, on a un suivi complet en cas de blessure ou d'alerte même, parce que le but c'est de prévenir les blessures pour ne pas être blessé. Et sur la partie psychologique, souvent c'est un peu du cas par cas. On découvre les mots personnellement, on va loin, on voit les résultats qui peuvent chuter, l'environnement de travail aussi qui peut se dégrader. Et c'est un peu, on le découvre soi-même. Justement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes dont vous n'aviez pas conscience en poussant la porte du cabinet de Myriam, par exemple? Forcément, que des fois que les résultats ou une compétition est moins bon, on a l'impression que c'est juste parce qu'on s'est mal entraîné, parce que on n'est pas allé assez vite en natation, en course à pied. Et finalement, c'est que en tant qu'homme, dans un groupe, on ne s'est pas positionné vis-à-vis des entraîneurs, et que ça a infusé sur des mois et des mois. Ça amène des gènes psychologiques et plein de choses comme ça assez fines qui, une à une, font que la performance elle est moins bonne à l'arrivée. Et tout ça, on le découvre au fur et à mesure du travail. Parce que des fois, on y va aussi parce qu'on a des soucis, mais la plupart du temps, on y va pour la performance, pour essayer de découvrir de nouvelles compétences, comment, dans un groupe, pouvoir progresser, se servir de jeunes athlètes, de grands athlètes, comment évoluer aussi avec les coachs. Parce que dans la formation d'entraîneur, il n'y a que très peu de temps qui est accordé à la formation psychologique. Et un entraîneur, on est avec lui toute la journée. Donc s'il y a des entraîneurs qui sont plus doués, donc psychologiquement, ils vont réussir à faire passer des notions, mais sans être psychologue. Et du coup, avoir l'appui d'une psychologue au quotidien dans notre environnement de travail, avec le staff médical, avec les entraîneurs, et ça complète le tout. C'est un peu un travail systémique. On essaye de voir un peu tout le monde, voir évoluer les entraîneurs. Moi, je sais que pour ma part, au championnat du monde en 2019, quand je les remporte, j'ai pu avoir la présence de Myriam Saadmi. Elle a pu avoir des temps d'échange avec mon DTN, directeur technique des équipes de France, avec mes entraîneurs, avec Elodie. Et en fait, tout mon environnement a évolué avec moi. Et c'est ça, en fait, la finesse du travail. C'est pas juste des exercices, on ne fait pas que de la préparation mentale. Psychologue, c'est un champ de compétences plus étendu. Et finalement, des exercices de respiration, tout ça, j'ai peu d'exemples à vous donner parce que c'est pas ça le gros de mon travail, mais c'est plutôt un travail de fond, essayer de décortiquer, apprendre à se connaître et amener aussi tout le monde dans la boucle. Et ce côté-là, entraîneur, ce côté-là, staff et environnement autour de nous est primordial. Justement, Sébastien Le Garec, en fait, on se rend compte dans les discours des athlètes que tout est lié. C'est-à-dire que le physique est directement relié à la préparation physique et à l'état, à la santé mentale des athlètes. Vous, physiologiquement uniquement, comment faites-vous est-ce que vous avez des capteurs pour savoir le degré de fatigue des athlètes? Comment vous les suivez? Parce que là, on parle de prévention. C'est-à-dire que la vie des athlètes, c'est on se prémunit contre la blessure et on prépare des échéances à court ou moyen terme. Comment vous les accompagnez-vous pour savoir, est-ce que vous avez des capteurs précis, des outils? Oui, tout à fait, c'est important. Alors je dirais que ces capteurs intéressent davantage les coachs que les médecins, parce que quand on vient au médical, en règle générale, c'est déjà un peu trop tard. Donc c'est en fait plus des notions effectivement de fatigue sur lesquelles on va être extrêmement vigilant. Je pense à des indicateurs comme la variabilité de la fréquence cardiaque, comme la qualité de sommeil, comme l'effort ressenti, comme le temps d'entraînement, la charge d'entraînement. Et donc tout ça est recueilli. Alors à l'INSEP, on a 20 pôles France, donc avec des disciplines qui sont très variées, entre la boxe et la natation. Les problématiques ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc chaque sport, en fait, a vraiment ses indicateurs. Néanmoins, c'est vrai qu'on s'est beaucoup structuré, en particulier ces dernières années, sur ces éléments-là qui sont primordiaux. Et on n'évalue plus aujourd'hui l'état d'un athlète au doigt mouillé, je dirais, mais on essaye d'avoir des indicateurs qui soient le plus objectifs possible, de façon à éviter de rentrer dans le mur. Et donc ça, aujourd'hui, c'est bien fait. On a un système informatique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui collecte en fait toutes ces données, alors avec évidemment l'accord de l'athlète, de façon à avoir une cartographie un peu générale de l'état physique
et physiologique de nos athlètes, de façon à effectivement lever le drapeau rouge quand vraiment on est un peu trop loin, quoi. Vous le faites souvent? Ou est-ce que vous n'avez pas un Oui. problème avec les coachs? Oui, tout à fait. Alors, on a des réunions médico-techniques qui ont lieu très régulièrement, alors selon les disciplines, toutes les semaines, tous les 15 jours, ça dépend un peu, et sur lesquelles on va échanger. On va échanger à la fois sur ces éléments-là, mais aussi sur l'état de nos sportifs lorsqu'ils sont blessés. On peut avoir un athlète qui est blessé, et néanmoins, on essaie toujours de maintenir un certain degré d'entraînement. Quand vous avez une entorse de cheville, ça ne vous empêche pas de travailler, par exemple, musculairement le haut du corps, voilà, de façon à éviter de perdre du temps. Et là aussi, psychologiquement, c'est extrêmement important. Il n'y a rien de pire pour un athlète que rester assis dans un canapé. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, il faut essayer de maintenir l'athlète dans son groupe d'entraînement et puis d'essayer aussi qu'il n'y ait pas de temps perdu. Même si parfois, on n'a pas le choix, il faut parfois s'arrêter, c'est absolument indispensable. Mais en tout cas, on essaie toujours d'adapter. En fait. Et vous, Myriam Salmi, sur l'accompagnement justement psychologique des sportifs, comment faites-vous pour les maintenir en bonne santé? Bien, j'ai envie de dire, on va retrouver en miroir ce que vient de dire Sébastien. Tu m'en voudras pas, Sébastien, si je dis que vous aviez aujourd'hui des outils qui facilitent le recueil des données. Moi, je suis obligée de m'appuyer sur la clinique, l'observation clinique, parce que la fatigue cognitive, par exemple, évidemment, on avance, on commence à savoir un peu mesurer cette fatigue-là, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'outils. Mon travail, pendant des années, ça a été d'observer, d'analyser. Je vais vous dire, ça s'appuie sur 3 axes. J'observe et j'apprends aux athlètes à observer, à identifier leur fonctionnement, donc les dysfonctionnements, mais aussi ce qui va bien. Ensuite, on analyse, on comprend. Et en 3e lieu, on met en place les stratégies adaptées sur mesure. Donc c'est une démarche scientifique. Sauf que mes données, je ne peux pas les obtenir avec une machine. C'est des entretiens. Mon travail, c'est à travers la parole. Vous entendez, en plus leur exposé est brillant et en plus il est complet parce qu'on a à la fois la question du soin, de la prévention, mais on a à la fois la question du développement des compétences, apprendre à se connaître, apprendre à repérer, identifier, et pas seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan systémique, parce qu'un athlète vit dans un environnement et que le moindre détail, on l'entend souvent ça, mais c'est une réalité. Quand vous êtes dans un domaine d'expertise comme sont ces 2 athlètes qui sont Valentin Belot est double champion du monde, ils sont rares à avoir été double champion du monde. Tu vas me corriger, Valentin, ils sont que, si je me trompe, 2 pour le moment à avoir réalisé cette performance. Et puis, sur la planète, et on a Élodie Clouvel, où on sait qu'effectivement, une médaille olympique, il y en a peu qui l'obtiennent. Donc, c'est un domaine d'expertise. Donc, je dois être dans ce monde-là. Donc, ils doivent repérer, et quand Valentin insiste sur la finesse de l'observation, c'est ça, le gros, c'est pas moi qui leur apprends, ils le savent déjà. Ce qui va arriver et qui va faire du bien, c'est les neurosciences qui nous donnent un tas d'éléments qui, aujourd'hui, fait que la psychologie est incontestable. Le cerveau fonctionne d'une certaine façon. C'est pas parce ce sont toutes ces choses invisibles qui, pour le moment, c'est pour ça qu'à un moment donné, même on disait, sur la psychologie, j'y crois pas. Comme si c'était une croyance, en fait. Mais ce n'est pas une croyance, la psychologie. Et aujourd'hui, elle se scientifise avec l'arrivée des neurosciences. Et pourquoi nous n'avions pas ces études et ces publications? Parce que nous n'avions pas les moyens d'observer le cerveau. Et qu'aujourd'hui, nous y arrivons. Donc, on va avoir des éléments sur la fatigue cognitive qui se connectent évidemment à la fatigue physique. Tout est lié. Et on a longtemps scindé la partie physique et la partie psychologique. Alors, c'était déjà une erreur, et pour nous, soignants, une erreur thérapeutique. Mais le fait qu'il n'y avait pas de volonté de scinder, c'est très compliqué, parce que nous n'avions pas les éléments scientifiques validés pour pouvoir dire, voilà, on s'oriente vers ça, ou voilà, on sait lire la fatigue cognitive, et on sait aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer dans toutes les publications, que la fatigue cognitive est largement supérieure à la fatigue physique. C'est simple. Un athlète qui se présente à une compétition, son temps de compétition va être de combien de temps vous, à peu près, vous courez, etc. Ça représente à peu près quoi en tout? 3-4 heures, enfin, je sais pas, maximum. Nous, c'est 90 minutes maintenant, le format. Voilà, 90 minutes. Ils s'entraînent, ils ont pratiquement 30 heures d'entraînement par semaine, si ce n'est plus. C'est rien, 90 minutes pour eux. Comment se fait-il qu'ils sont plus fatigués en sortant d'une compétition que d'un entraînement? Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et c'est ça, c'est là qu'il faut aller. En fait,
Le travail psy, c'est ça, c'est ce qu'ils ont expliqué. On recueille des données qui sont cliniques, on n'a pas d'image complète pour le moment, mais on en a certaines. Hein. Donc, je suis ravie parce que les neurosciences commencent à donner raison aux praticiens de terrain, aux cliniciens que nous avons été, et on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, c'est-à-dire très peu de choses. C'est ce qui a fait aussi que pour certains, nous n'étions pas crédibles, parce que nous n'avions pas d'éléments de publication, parce que nous n'avions pas les machines élaborées pour nous permettre de donner ces éléments. Quand Sébastien décrit, effectivement, il a raison de dire qu'on nous envie, le médical, dans le monde entier, parce qu'ils ont fait un énorme travail pour arriver à avoir tous ces éléments qui sont importants. Eh bien, nous ne les avions pas. C'est aussi ce qui a fait qu'on nous a balayés comme ça, d'un revers de la main, en disant c'est ésotérique, en fait. Hein. Eh bien, aujourd'hui, les émotions qui étaient critiquées, je suis bien placée pour vous en parler, où on disait qu'il faut qu'ils laissent leurs émotions à l'entrée du terrain. Parce que ce sont des champions. Parce que ce sont des champions. Aujourd'hui, ça fait l'objet de nombreuses publications. Tout le monde s'intéresse aux émotions aujourd'hui, mais tant mieux, je suis ravie de ça. Non, on ne peut pas laisser de côté les émotions, il faut apprendre à les travailler. Et l'émotion aujourd'hui est directement connectée à l'intelligence émotionnelle. Et l'émotion, c'est notre monde. Parce que le monde du sport de haut niveau, c'est le monde de haute turbulence émotionnelle. C'est le monde de l'émotion. Vous voyez les paradoxes dans lesquels on a été pendant des années. Donc évidemment que je suis contente qu'aujourd'hui on nous invite, qu'il y ait des athlètes aujourd'hui qui aient le courage d'énoncer ça, et parce que cette partie-là, beaucoup de gens ont souffert qu'on ait négligé. Beaucoup d'athlètes, croyez-moi, je les ai vus dans mon bureau, je les ai vus souffrir. Et je suis bien sûr pour tout ça, je suis contente, pas qu'ils souffrent, mais qu'enfin on en parle. Comment avez-vous fait, Élodie, pour justement accepter ce cheminement vers la reconnaissance de vos émotions, les utiliser, vivre avec, et comment est-ce que vous vous préparez concrètement, psychologiquement, aux grandes échéances? Alors, c'est une belle question. C'est beaucoup de travail. En fait, il y a des exercices quotidiens à faire sur la manière dont vous vous évaluez, par exemple, psychologiquement, des questions que vous vous posez régulièrement? Et ben justement, grâce à tout le travail de fond qu'on a pu faire avec Myriam pendant ces années où j'ai beaucoup travaillé, aujourd'hui, je me connais par cœur, en fait. Et c'est moi qui vais dire aussi au coach comment je me sens, etc. Après, ce qui est super intéressant, c'est justement d'avoir les critères aussi physiques qu'on peut avoir à l'INSEP avec les chercheurs, etc., sur la fréquence cardiaque. Pour ma part, en tant que femme, super important et intéressant aussi d'avoir fait une recherche sur les cycles féminins. Donc tout ça, ça va faire que ça va agrémenter les choses, mais celle qui se connaît le mieux aujourd'hui, c'est moi, et c'est pour ça que avec Myriam, on a beaucoup travaillé sur se connaître soi-même pour identifier quand je suis à bout, quand je suis fatiguée, comment on peut analyser une fatigue physique à ce moment-là, parce que j'ai été trop loin, par exemple, dans ma tête. Des fois, Ça prend quelle forme concrètement, alors justement? C'est ça. Parce que ça peut peut-être aider d'autres sportifs qui vous écoutent de s'identifier à vous, à vos exemples. Parfois, quand on est sportif de haut niveau, la volonté va prendre le dessus sur l'état physique. On a une telle volonté de réussir que des fois, ça prend le dessus, et c'est à ce moment-là où on est dans le trop, en fait. Quand on se dit oui, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça, etc. Non, c'est pas il faut, c'est se poser la question, est-ce que ça va pas m'engendrer une blessure, je vais pas aller trop loin à ce moment-là, et quel risque ça peut apporter, ou sinon penser aussi à la compétition. Quand on a une compétition, si on en fait trop à l'entraînement, on peut arriver épuisé, et justement c'est ce que disait Myriam, y a plus qui fait que la performance à la compétition va être moins bien que nos attentes, parce qu'à l'entraînement on aura été trop loin finalement dans le travail. Donc c'est vraiment ajuster le travail qui va être très important. Avec les coachs, maintenant on commence à plutôt bien se connaître, et aussi ce lien de confiance est très important avec l'entourage et l'environnement. Donc une fois qu'il y a ça, on peut échanger. En fait, c'est un échange en permanence. Le coach va venir nous voir, et chaque matin, il nous demande comment on va, en fait. Comment ça va, et
Des fois, on n'a pas bien dormi, donc il y a une fatigue, je dirais, voilà, on est fatigué, on va lui dire. Si on a une fatigue plutôt mentale, il va ajuster l'entraînement et mettre des choses plutôt légères pour pouvoir recharger le cognitif, justement. Et après, maintenant, je veux dire, on fait plus ces erreurs-là, mais c'est pour plutôt les jeunes qui arrivent, par exemple, à l'INSEP. C'est vrai que de pouvoir identifier sa fatigue, c'est quand même super important parce que c'est comme ça qu'on évite les blessures, qu'on prévient d'une fatigue mentale et d'un arrêt prolongé, par exemple 1 mois de repos. Là, en fait, ça va être vraiment trouver une stabilité, en fait, dans son entraînement pour être le plus juste possible et qualitatif, justement, pour arriver en compétition et être au max de ses possibilités. Valentin, est-ce que concrètement on peut... je me rappelle, je discutais avec des nageurs il y a quelques années qui faisaient beaucoup de préparation mentale parce qu'ils perdaient souvent leurs courses dans la chambre d'appel. Est-ce que vous avez des exercices quotidiens ou alors avant les compétitions, des routines, des choses que justement vous avez pu acquérir avec ce travail psychologique avant les événements? Est-ce qu'il y a une routine, des outils? Des exercices, oui, de concentration qu'on va mettre en place en fait au quotidien dans l'entraînement. Parce que clairement, ce qui est le plus dur en compétition, aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, c'est de rester concentré. C'est de rester là sur le moment parce qu'il y a les émotions qui sont à max, il y a du public, il y a une envie, il y a une pression, il y a un adversaire qui est en face de nous, qui essaye de nous faire déjouer. Et tout ça, ça se muscle en fait. Comme quand je vais en musculation pour muscler mes jambes, je vais travailler avec la psychologue pour comment ma concentration, je vais sur un entraînement, aujourd'hui elle a tenu 5 minutes, comment demain je vais réussir à avoir 6 minutes, au bout de 3 jours je suis fatigué, ça redescend à 2 minutes, et comment à long terme je vais réussir à gagner un peu des petites étapes pour que au bout d'1 an, 2 ans de travail, je tiens pas 5 minutes, je tiens 10 minutes, et grâce à tous les gains aussi physiques que j'ai eu autour, ma performance elle est un peu meilleure. Donc quantifier, c'est assez difficile. Et c'est ce travail de fond. Et les exercices, c'est quoi exactement? Moi, j'en ai pas vraiment dans mon cas des exercices. C'est vrai, non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec Myriam, j'ai pas travaillé avec un préparateur mental où je faisais des exercices de respiration, où je devais me concentrer sur les battements de mon cœur. J'ai jamais fait tout ce travail-là, en fait. C'est en partie ça, mais c'est pas que ça. Ça, je pourrais l'apprendre. Je pourrais avoir d'autres experts aussi pour travailler ça. En plus, avec de l'hypnose, avec tout ça, mais je sais que moi, c'est plus le travail global et général de comment, au quotidien, je vis, est-ce que je vis bien, est-ce que je vis mal, et en améliorant un petit peu au quotidien, c'est là que je vais aller améliorer ma performance et que je vais continuer à progresser, en fait, au fur et à mesure des années. Donc c'est un peu le contre-discours, il y a plein d'autres athlètes qui auraient plein d'exemples à vous donner, d'exercices de respiration, j'en connais qui se lèvent à 6 heures pour méditer pendant une demi-heure et tout. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas mon approche, c'est pas comme ça que je travaille. Avec Myriam, du coup, on a mis aussi en place un travail, parce qu'elle travaille aussi sur la mindfulness, et c'est super intéressant parce que c'est pour la concentration et aussi être calme à l'intérieur de soi, en fait. Donc, quand on prépare les compétitions, moi, je sais qu'on peut travailler aussi sur tout ce qui est mindfulness et c'est des exercices, pour trouver un calme intérieur. C'est un peu comme la méditation, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est pour la concentration et être là dans l'instant présent, en fait. Le plus important pour un sportif de haut niveau, pour réussir une compétition, c'est être là, en fait. Parce que si on n'est pas là et qu'on est à côté de ses pompes, entre guillemets, pour l'expression, le temps, il passe et c'est passé, en fait. Et on n'a pas été dans notre compétition. Tout à l'heure, Elodie, vous disiez que de temps en temps, même en compétition, vous envoyez des messages, vous vouliez des conseils. Myriam, quel type de message vous recevez de la part de vos athlètes en compétition en général? C'est-à-dire en quoi vous faites les derniers réglages ou en quoi vous êtes importante dans ces moments-là? Alors, l'important, c'est eux qui l'accordent. Il y a un lien. Si je vous dis ce qu'on s'échange, vous allez dire, mais voilà. Mais en fait, c'est des années de travail. Donc, c'est vrai qu'il y a des mots qui vont leur parler parce que ces mots font référence à tout un travail. Mais si vous permettez, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais compléter ce qui vient d'être dit parce que à partir du moment, si on part de l'hypothèse qu'un cerveau est mis dans les meilleures conditions pour performer, pour être bien, quand on est en cohérence. C'est pour ça
il parle de travail de fond, on connaît plus la prépa mentale. Donc vos questions, elles sont pertinentes parce qu'elles permettent de mettre un raccord entre les deux. Hein. Je suis aussi préparatrice mentale, je fais aussi de la préparation mentale. Vous voyez, avec Valentin, on n'a jamais fait de mindfulness ensemble parce que ce n'est pas intéressant pour lui. Ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas intéressante. Je me suis formée pendant 4-5 ans dessus, donc je trouve que c'est intéressant. Mais pour lui, ça n'a pas de sens, d'accord ? Ce n'est pas ce qu'il lui faut. Élodie, c'est plus intéressant pour elle. Et Valentin, je travaille avec d'autres choses. Mais en fait, si c'est l'hypothèse de base, si on fait un travail de fond, on est censé, à un moment donné, pouvoir avoir ses propres routines sans qu'elles soient formatées dans un schéma précis. Et en fait, c'est du sur-mesure. Alors, ça vous semble abstrait parce que, effectivement, quand on le dit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Si, imaginons un exemple. On va prendre un exemple d'un athlète qui rencontre un souci avec son coach. Hein. Évidemment que sa concentration va être perturbée parce que son coach, c'est un personnel essentiel dans son accompagnement et il va avoir des troubles de la concentration. Et très souvent, les troubles de la concentration ne sont pas liés au fait que le cerveau n'a pas les capacités, c'est parce qu'il y a des perturbations qui vont faire qu'il va avoir des problèmes de concentration. La fatigue peut, parfois, certains athlètes se présentent en compétition et ils sont épuisés. Élodie l'a très bien dit, on en fait trop, mais même parfois on n'a pas besoin de coach pour en faire trop. Ils sont formatés comme ça, c'est dans leur ADN, parce qu'ils sont ambitieux, qu'ils ont envie de réussir, et qu'ils sont courageux, et qu'ils ont envie d'en faire plus pour réussir. Et donc on arrive avec des troubles de la concentration qui sont liés à une fatigue cognitive. Donc, si on est d'accord avec cette hypothèse, moi, mon travail consiste à travailler ça. Et s'il y a besoin d'un peu de prépa mentale pour compenser en attendant qu'on règle définitivement cette question, on va le faire. Si on n'a pas besoin, le cerveau se suffit à lui-même à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Si. Quel est l'équilibre idéal à trouver ? C'est-à-dire que sur le suivi justement physique et psychologique du sportif, le jour J, tout doit être aligné, j'imagine. Oui. Et donc, quels sont les points à aligner justement ? Oui. Alors, pour moi, la performance est le résultat d'une harmonie. Hein ? Tout doit être en place, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus difficile. Hein ? Il suffit qu'avant de partir, il y ait quelque chose qui soit déréglé. Il suffit tout d'un coup un ischio qui commence à grincer. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se produire. J'ai pour habitude de dire que la définition de l'intelligence que j'aime bien, c'est la capacité d'adaptation à l'environnement. En gros, le travail psy consiste à savoir s'adapter à l'environnement, quel qu'il soit. Et donc, c'est ça, ces réglages. Alors, parfois, oui, il arrive qu'on ait plus ou moins besoin de se contacter parce qu'il faut régler telle chose, parce qu'il s'est passé telle chose et qu'à un moment donné, l'émotion monte trop haut et donc on va régler. On ne fait pas un travail de fond quand je suis en compétition. Je suis là, comme un médecin, on ne va pas s'amuser à traiter, mais on va remettre en place, régler, apaiser avec les mots qu'ils ont, avec les choses dont ils travaillent depuis longtemps. Si je fais ça avec quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais travaillé, ça ne va pas fonctionner. On est d'accord, hein ? Donc c'est pour ça que ça a un sens, là. Hein ? Je ne peux pas traiter quelqu'un, oui, une urgence sur une compétition, je l'ai déjà fait, mais je ne fais pas un travail de fond. Donc on fait référence toujours au travail qu'on a fait, toujours. Donc ça peut être un réglage, je ne sais pas, j'ai été perturbée par tel truc, par telle chose, ou tiens, j'ai envie de très bien faire, mais je pense que je suis dans le trop bien faire, donc je sens que je suis très haute, ou je sens que je suis très haut. Donc on règle ça, par exemple. Hein. Quand on arrive, c'est ça le souci dans l'excellence, c'est que quand on est prêt, qu'on se sent bien, ça peut être aussi très perturbant, parce que là, on a envie vraiment de gagner, parce qu'on sait qu'on a les moyens de gagner à ce moment-là. Et on peut monter à ce moment-là aussi, sans l'avoir fait volontairement. Donc c'est des choses qu'on va travailler. Je ne sais pas si ça répond. Si. Sur en fait, la partie d'équilibre, justement, on a bien compris que tout était lié, la préparation physique, la préparation mentale, la préparation psychologique. J'imagine qu'il y a des discussions qui sont complexes à mener entre le médical, le psychologique et la partie sportive. Est-ce que, j'imagine que ça a dû donner parfois des empoignades, ça peut aller assez loin. Qui a le dernier mot souvent dans ces discours entre le sportif, le psychologique, le médecin que vous êtes pour la partie physique ?
Et l'athlète, j'entends aussi, qui doit avoir son mot à dire. Il n'y a pas de hiérarchie, je dirais, dans la discussion, mais ce que vient de dire Myriam me semble extrêmement important, en particulier lorsqu'on est en compétition. L'harmonie, elle doit être individuelle, mais elle doit être collective. Et d'où l'importance du staff. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Chaque mot est important. Et on n'imagine pas. Là, j'étais avec un nageur il y a 3 jours là, qui me racontait que lors des championnats du monde, quelqu'un, peu importe qui, lui a dit « Ah, je ne t'imaginais pas en finale ». C'est une parole qui, je pense, pour la personne qui l'a prononcée, était parfaitement bienveillante et ça l'a complètement déstabilisé. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est attention aux mots qu'on emploie. Chaque mot est important. Nous, en fait, dans le staff, on est vraiment des régulateurs d'humeur. C'est-à-dire que il faut imaginer que la compétition, c'est un huis clos sous très grosse pression, en particulier quand on est sur des compétitions extrêmement importantes. Et si, en fait, on n'est pas capable de réguler nos humeurs, mais aussi celles du groupe, on peut très vite aller à l'échec. Je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important. Et l'autre mot qu'a dit Myriam, et je reviens dessus parce que ça me paraît aussi extrêmement important, c'est l'adaptabilité. Et ça, c'est ce qu'on voit chez les très grands champions. C'est-à-dire que le bus qui vous emmène sur le lieu de compétition à 5 minutes de retard, c'est pas grave. Voilà, ça ne doit pas vous déstabiliser. Et vous devez être préparé à ça. Hein, tout peut arriver. Hein. On vous a annoncé une heure de course qui finalement n'est pas la bonne. Finalement, vous n'avez que 10 minutes pour vous préparer alors que vous pensiez avoir 3/4 d'heure. C'est pas grave. On s'adapte. Hein, et là aussi, je discutais avec Jaco Verhaeren, qui est notre manager sur l'équipe de France de natation, qui disait qu'une fois, il avait fait une erreur comme ça avec une de ses nageuses hollandaises, Sharon van Vandal, et elle s'est retrouvée à devoir se préparer en 10 minutes au lieu de 45 minutes. Elle a été extrêmement professionnelle, elle s'est échauffée rapidement, et elle a été championne du monde. Et pour moi, ça, c'est vraiment des points qui sont, comme le disait Myriam, extrêmement importants d'un point de vue individuel, mais aussi collectif. Alors justement, le temps file, mais il y a d'autres thématiques passionnantes à aborder, notamment la gestion de l'échec. J'imagine, Elodie, que vous n'êtes pas préparé à ça. Quand on est sportif de haut niveau, l'échec, on vit avec, mais on lutte surtout contre. Comment vous gérez l'échec, justement, psychologiquement? Est-ce qu'on vous aide? Bah oui, forcément. C'est sûr que là, par exemple, je rentre des championnats d'Europe, c'est un échec, clairement. Mais après, on arrive à analyser. Déjà, je dis les choses, j'analyse les choses qui ont été positives, mais qui n'ont pas été aussi. Et ça, c'est important parce que ça construit les futures compétitions qui vont arriver. Et c'est vrai qu'une Olympiade, là, on est à 2 ans des Jeux. C'est vrai que forcément, je préfère avoir un échec ici et qu'on cale tout derrière, justement, dans le staff, qu'on ait des discussions sur ce qu'on peut améliorer, etc. et qui vont faire que derrière, ça va être très performant. Justement, les échecs, forcément, mentalement et moralement, sur le coup... j'ai envie de tout casser, je pleure, je suis au fond du trou, j'appelle Myriam, je suis hyper en colère, je suis énervée. Mais elle prend tout ce que je lui dis sur le moment. Et puis après, on prend du recul et on voit pourquoi ça n'a pas été. Et après, en fait, je repars de là, je me dis, OK, on va améliorer et puis on va travailler ça, on va ajuster. C'est un peu comme de la haute couture. On va ajuster les points pour arriver sur les grosses compétitions. L'objectif, c'est la qualification olympique l'année prochaine. Mais Paris 2024, c'est le rêve ultime. Donc c'est tout ça qui me fait dire, OK, c'est un échec là, à ce moment donné-là, mais ça va construire nos futures victoires pour la suite. Et c'est ça qui est important aussi, d'avoir ce recul-là dans la tête, d'où le travail qui est super important, de travailler psychologiquement pour justement se dire, OK, Hello, c'est OK, là, en fait, tu as le droit de faire des erreurs. Et au contraire, ça va nourrir les prochaines compétitions. Et pareil pour le staff, en discuter et tout ça, ça va ajuster les choses pour justement créer une superbe harmonie, des super remparts pour la suite, en fait. Et tout ça, ça fait partie du jeu. Il y a plus d'échecs que de victoires, hein, je vous le dis, hein, mais c'est vrai que ces échecs-là, quand on est sur la plus haute marche du podium et qu'il y a toute une équipe derrière et qu'on réussit, en fait, je me dis, je sais pourquoi je les ai eus, ces échecs, quoi. Au moment où on arrive à réaliser son rêve ultime et qu'on est sur un podium olympique ou sur un podium mondial, ça dure très peu de temps, mais c'est cette intensité-là, on voit défiler tous ces moments-là, justement, où on était tout en bas et qu'on a réussi à se relever, en fait, de tout ça. Donc, c'est
c'est ça qui est beau aussi, en fait. C'est Dans le la sport. vie, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, on est vivant, quoi. Dans les bas, Valentin, il y a aussi la gestion de la blessure. C'est le pire pour un sportif de haut niveau. Comment est-ce que vous êtes accompagné dans ces moments-là, dans ces périodes qui sont si difficiles, psychologiquement et physiquement? J'ai été peu blessé, donc j'ai de la chance. Après, ouais, il y a les blessures psychologiques aussi. Donc, on parle de la dépression, on parle d'étapes de la vie qu'on peut avoir autour de nous. Et je pense que c'est beaucoup d'écoute. C'est aussi du travail, de l'expérience, en fait. Je revenais pour préparer les Jeux Olympiques. C'est qu'il va se passer plein de choses, mais en ayant fait déjà 2 Olympiades, on a recueilli énormément d'informations. Il s'est passé ça, il s'est passé ci. Et déjà, pouvoir tout débriefer avec notre staff, comment je vais gérer ça, comment je vais mettre ça en place, c'est tout ce travail-là qui aide. Et avec le travail quotidien en fait, en psychologie et avec les relations avec notre staff, ça nous évite d'aller à la blessure. Aujourd'hui, on a les outils, on a les personnes, on a les compétences pour ne pas aller à la blessure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se blesser, mais on a beaucoup d'outils qui nous permettent de ne pas y aller. Et avec un travail sur soi, d'apprendre à se connaître, un matin, j'ai moins bien dormi, c'est accepter d'aller voir l'entraîneur, même si c'était une séance importante. Il faut que je lève un peu le pied. Et c'est aussi l'écoute de l'entraîneur de ouais, non, je suis avec un athlète de haut niveau, c'est pas parce qu'il a mal dormi qu'il n'a pas envie de s'entraîner. C'est non, il a l'écoute, il a les compétences, donc aujourd'hui, on va adapter. Et tout ça, mis, comme Élodie le disait, en haute couture, en fait, des petits points, et on essaye d'avancer jusqu'à faire la plus belle des performances en grand championnat. Alors j'ai encore des tas de questions à vous poser, mais je ne suis pas le seul, j'imagine. Donc on va passer aux questions de la salle, parce que le temps file. Déjà 16h35. Oui. De laisser du temps pour les questions de la salle avant de vous transmettre le micro. Je vais juste en poser une pour introduire le débat. Un entraîneur de tennis m'a dit un jour, dans le résultat d'un match de tennis, c'est 70% de mental, 30% de technique. C'est plausible et quelle est la part du mental dans le succès d'un athlète de haut niveau? Celui qui veut répondre. Je dirais qu'on sait tous que la victoire, en tout cas au plus haut niveau, se joue à rien. En fait, et globalement, celui qui finit 4e au pied du podium, il a autant travaillé, voire peut-être même plus, que les 3 qui ont la chance d'être sur le podium. Et on sait aussi qu'effectivement, les derniers petits détails, finalement, c'est souvent effectivement l'appréhension mentale en fait, de l'événement. C'est être capable, pour la natation que je connais bien, d'être capable de modifier son plan de course, par exemple, sur un 200 ou un 400, en fonction de l'adversaire. C'est d'être capable d'être lucide sur un virage qui, certes, n'est pas bon, mais on va compenser autrement. Et tous ces éléments-là, finalement, font qu'à la fin, on gagne, parce qu'une course, ça se gagne à rien. Ça se gagne à un détail. Et en fait, à la fin, ce n'est plus l'habileté ou la technicité qui fait la victoire, c'est vraiment la façon d'appréhender psychologiquement, je pense, la compétition. Voilà. Merci. Je voudrais compléter, c'est peut-être un piège de dire que 70% c'est le physique, 70% le mental et 30% le physique, parce qu'on dissocie les deux. Et en fait, un corps sans sa tête, il n'avance pas. Et je pense qu'entretenir des phrases comme ça, on entretient le problème. Mon corps a besoin de ma tête et ma tête a besoin de mon corps. Et en fait, dès l'instant qu'on essaye de vouloir quantifier et dire c'est 30, c'est 50, aujourd'hui ça sera, c'est les deux qui vont ensemble. Et comment on peut faire travailler les deux ensemble? Je pense que c'est ça demain le sport. Effectivement, il nous reste en gros 5 minutes, donc on va essayer de poser des questions de manière synthétique et les réponses, si vous pouvez faire aussi synthétique, c'est parfait. On vous écoute, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour tous vos témoignages, c'était vraiment passionnant. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de me dire que vous êtes des athlètes encore assez jeunes, et quand on entend les termes de blessure, de dépression, d'angoisse, de stress, etc., ça fait très peur en fait, et on se dit, moi je me dis, si les enfants un jour qui ont envie de faire du haut niveau, j'aurais très peur aussi, parce que je me dis, nous qui avons des vies complètement normales, on vit, je pense, des choses peut-être moins merveilleuses, mais aussi moins de douleur. Est-ce que vous conseilleriez à vos enfants de faire du sport de haut niveau? Est-ce qu'on peut être serein et calme et épanoui en faisant du haut niveau? Totalement. Franchement, oui. Là, pour répondre à cette question, la peur ne va pas éviter le danger. Mais
Non, vraiment, il y a... Après, voilà, mon cas personnel, c'est pas forcément à cause du sport de haut niveau. C'est ce qui a fait ça, c'est que je vis les choses très intensément. Il y a des choses, des fois, qui peuvent nous perturber, mais comme dans tous les milieux, ou nous affecter, tomber sur une personne très malveillante, par exemple, et être, voilà, avoir des pressions psychologiques, etc. Ça peut arriver à n'importe qui dans n'importe quel métier, en fait. C'est pas le sport de haut niveau. Au contraire, voilà, moi, il y a eu des très bas, mais il y a des très hauts aussi. Et tout ce qui a été très bas à un moment donné m'a aussi permis d'être la femme que je suis aujourd'hui et l'athlète que je suis devenue. Donc je suis fière de ça aujourd'hui. Je serais fière de le raconter à mes enfants plus tard, de leur dire, mais regardez, en fait, il faut se battre dans la vie, quoi. C'est pas comme ça qu'on y arrive. C'est justement, il faut travailler dur. J'ai été au plus bas, mais j'ai travaillé tellement dur que j'ai réussi, en fait. Et c'est ça la petite chose que j'ai envie de dire, c'est que tous ces enfants qui ont des rêves, justement, demain le sport, les plus jeunes qui arrivent et qui ont des rêves d'être champion olympique, etc. Oui, c'est dur et oui, on va avoir des sportifs comme Michael Phelps qui va raconter que forcément, il a eu de la dépression, il a été au fond du trou, etc. Mais il a réussi à dépasser tout ça et il y a plein de sportifs qui dépassent justement tout ça et qui arrivent à se surpasser derrière. Parce que ce qui est le plus beau en fait dans la vie, c'est de se relever quand on tombe très bas, de se relever en permanence. Et c'est ça qui va faire notre force intérieure pour la suite. Donc, n'aie pas peur pour tes enfants plus tard. De toute façon, quand on est bien accompagné, on peut arriver à tout. Vous êtes rassurés, j'espère. Vous êtes rassurés, j'espère. Alors, c'est intéressant, votre réflexion, parce que je l'ai entendue tellement de fois. Hein. Non, et le fait d'évoquer la difficulté ne veut pas dire que le sport de très haut niveau est un lieu de danger, etc. Mais cette réflexion, c'est drôle que ce soit un jeune comme vous qui la posiez. Non, le fait d'évoquer va permettre justement de prévenir. Deuxième question, et puis peut-être s'il y en a une autre, manifestez-vous rapidement, parce que le temps est très compté. Okay. Je vous remercie beaucoup de vos précisions et de vos interventions. Je suis coach professionnel et préparateur mental de sportifs, et j'aimerais avoir votre opinion, savoir si la peur de gagner est un mythe pour vous, ou une réalité. Je ne suis pas sûr que dans une réponse synthétique, on puisse traiter le sujet, mais on va essayer. On peut me répondre par oui, non, parce que... Non, mais c'est une question. Je comprends que vous posez, avec votre métier, votre fonction professionnelle, je comprends que vous posiez cette question. Et vous le savez déjà, puisque vous êtes une professionnelle, vous savez que je ne peux pas vous répondre oui ou non. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler, effectivement, d'autant plus en France, où cette question de gagner culturellement a un impact extrêmement important. On est dans une société, et on adore la France, ce n'est pas la question, mais là-dessus, la peur de gagner, ou plutôt ce mélange à la peur de perdre, vous traitez ça déjà, hein, avec les sportifs. Hein, et c'est vrai que c'est une question qu'on a toujours à travailler. Dernière question. Bonjour, donc j'ai la chance d'être podcasteur et d'interviewer pas mal de sportifs et j'aimerais savoir comment on traite, parce que vous avez beaucoup parlé de stabilité, l'instabilité que vivent notamment les jeunes sportifs quand on leur évoque qu'ils doivent doubler leurs années d'études, donc certains faire 10 ans d'études au lieu de 5, et pour certains, entre midi et 2, devoir aller chercher des sponsors, parce que j'en ai interviewé un qui devait chercher des sponsors entre midi et 2, s'entraîner jusqu'à 22h30. Comment on les accompagne? Alors, il y a plein d'autres questions autour du financement, mais au moins comment on les accompagne sur ces émotions, parce que quand on ne sait pas ce qui va se passer demain, quand on ne sait pas si on va avoir le budget entre guillemets pour atteindre la saison, comment on fait pour les accompagner? Est-ce qu'il y a déjà des choses auprès de l'INSEP ou psychologiquement? Là aussi, c'est compliqué de répondre comme ça, parce que la question centrale, c'est la question de l'équilibre. Donc évidemment, ce que vous décrivez est absolument inhumain. Et en même temps, il faut toujours avoir en tête qu'un sportif avec son sport, c'est une histoire d'amour. Et que si on lui dit non, c'est pas compatible, de toute façon, il ne nous écoutera pas. Et nous, notre mission, c'est de l'accompagner, même dans ces conditions-là, en sachant qu'on va faire avec ce qu'on a. Alors vous allez me dire, oui, c'est la palissade. Oui, mais c'est la réalité, c'est très concret ce que je suis en train de dire. Alors effectivement, on va l'entendre se plaindre assez régulièrement parce que c'est
tellement dur. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est à quel point ces athlètes vivent des histoires d'amour, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est complexe de lâcher, parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi il se bat comme ça, il n'a qu'à arrêter, point barre. Il est maso? Non, il n'est pas maso, il est passionné. Si je peux juste compléter très rapidement. Très rapidement. Vraiment. Je vous remercie de votre question parce que ça montre que vous connaissez bien le quotidien de sportif de haut niveau. Le quotidien pour un sportif de haut niveau, c'est de 6 h le matin jusqu'à 22 h le soir. Et comme vous le disiez très justement, on ne s'arrête pas. À l'INSEP, avant, on parlait un peu de double projet, c'est-à-dire le projet sportif et le projet professionnel. Aujourd'hui, on préfère parler de suivi de projet parce que c'est très compliqué, comme vous l'avez très bien dit, d'assumer toutes les fonctions, c'est-à-dire d'avoir effectivement le temps d'entraînement, le temps où il faut se soigner, le temps où il faut s'occuper de ses soucis professionnels. Et donc, on essaye là aussi à l'INSEP, on a parlé tout à l'heure de causes humains, de vraiment avoir un suivi très précis et d'adapter au maximum pour en fait éviter d'avoir un rythme de vie qui soit dément et qui aboutit finalement à la blessure. Donc merci de votre question. Merci beaucoup. Et j'ajoute, je suis désolé, on est obligé d'avancer parce qu'il y a une densité d'interventions et de tables rondes, mais évidemment, soyez tous rassurés, ces athlètes sont là, ces médecins restent ici, vous pouvez continuer de discuter avec eux, si possible hors plateau. Demain, le sport, c'est aussi un festival qui est prévu pour ça. N'hésitez pas à continuer à discuter, mais hors plateau, on va passer à une seconde table ronde. On a vu là l'envers du décor, comment on se prépare pour réaliser des performances. Eh bien, juste après, dans quelques minutes, on va essayer de comprendre comment aujourd'hui on met en scène, comment on médiatise, comment on scénarise les compétitions sportives. À tout de suite.